Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Salut à vous au peuple congolais, c'est un direct expéditif que nous allons faire tout à l'heure. J'aimerais simplement expliquer pourquoi les matières premières que nous avons ne nous profitent pas. Et c'est très important pour nous de comprendre ce processus. Bon, comme vous le savez, hein, d'une manière claire, Sassou a mis en place ce que nous appelons un système qu'il utilise avec des mécanismes ou des stratagèmes sans compassion. Hein, ce système qu'il a mis en place dans la gestion des matières premières. C'est, on peut simplement dire, un système qui ne prend pas en considération autrui, ou un système qui ne prend pas en considération nous, les peuples, et plus particulièrement les peuples du Sud. Mais par contre,
il a mis ce que nous appelons autour de lui un cercle vicieux, des parents, des amis, et ce que lui il appelait des partenaires, dont éventuellement ses amis de la France-Afrique, qui profitent énormément de ce système que Sassou Nguesso a mis en place. Quand vous essayez de regarder les facteurs qui déterminent la richesse d'un pays, les facteurs qui déterminent la richesse d'un pays, on peut simplement dire qu'on peut considérer 9 facteurs. Il y a tout d'abord les terres agricoles, le climat. Les terres agricoles, nous en avons au sud du Congo, assez de terres pour faire l'agriculture, pour faire de l'élevage, pour faire la pisciculture, pour faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est lié à l'agriculture, lié à l'élevage. Le climat, nous sommes dans une zone quasiment tropicale, humide, donc on peut considérer que nous avons des pluies 9 mois dans l'année, chers amis. Donc c'est un avantage, un atout nécessaire pour booster le secteur agricole. La richesse du sous-sol. Oui, le Congo engorge assez des ressources naturelles. Sous son sol, on a le cuivre, on a le fer, on a le pétrole, on a le gaz, on a de la potasse, on a de l'or. Vous voyez que le Congo, quand vous voyez même la carte géologique du Congo, le Congo engorge beaucoup de ressources naturelles. Et surtout encore au sud du Congo. Nous, au sud du Congo, nous avons une potentialité énorme en ce qui concerne les ressources naturelles ou la richesse du sous-sol. Les terres urbaines, oui, nous avons des grandes villes où nous avons assez de terres. Il s'agit ici de bâtir des stratégies, ce que nous appelons d'urbanisation. D'urbanisation. Créer de nouvelles villes modernes, selon les normes internationales, avec une vision claire, en créant de hubs technologiques. Ça, nous avons des potentialités pour pouvoir le faire. Au sud du Congo, nous avons ce que nous appelons des architectes qui sont capables de nous développer ces hubs-là, ces grandes villes-là, pour désengorger les villes existantes. Pourquoi nous voulons le faire? Nous voulons le faire parce que c'est une stratégie de créer des emplois dans les nouvelles villes pour permettre aux populations de s'expandre, d'aller donc vivre dans les nouvelles villes qui ont été conçues selon les normes, donc avec ce que nous appelons les canalisations modernes, permettant de récupérer les eaux usées, avec les systèmes de voirie pour récupérer les poubelles, des villes électrifiées. Vous voyez que puis il y aura des emplois, des emplois, certainement les partenaires économiques vont chercher aussi à exploiter les nouvelles villes que nous allons bâtir. Ça peut être un projet qui part dans la tête des Congolais. Et c'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez, chers amis. Et les anciennes villes peuvent être reconstruites, redonner de la valeur à ces anciennes villes, et c'est de cette façon qu'on peut vouloir évoluer. Toujours dans les facteurs qui déterminent la richesse d'un pays, il y a aussi la quantité de la population. Donc, si nous considérons que le Congo a 4 millions d'habitants, ce qu'on nous fait miroiter, mais nous savons que c'est d'ailleurs même le fait que Sassou refuse de faire le recensement. Pourquoi il refuse de faire le recensement? Vous devez comprendre qu'il refuse de faire le recensement pour que le monde ne puisse pas découvrir comment ce type a pu réduire la population au sud du Congo. Comment ce type a pu tuer le peuple Congo, donc Congo avec Tronka. Donc partons du Poul, de la Kwenza, le Nyari, la Lokumu, le Kwilu. Comment il nous a diminué à la vitesse grand V? Voilà pourquoi il refuse de faire le recensement. Mais refuser de faire le recensement, quand on refuse de faire le recensement, on ne peut donc pas aller à une quelconque élection, vous voyez, chers amis. Donc, c'est une vision globale, oui, comme le dit la création d'une nouvelle ville avec un plan cadastral projeté sur 50 ans ou à 100 ans. Ça, c'est Jacques Lorès qui le dit. C'est ça la vision globale en réalité. Bon, la population, vous voyez que plus vous n'êtes pas nombreux, et vous n'êtes pas nombreux, vous avez des atouts économiques, les ressources naturelles, vous pouvez devenir une puissance économique.
hein, parce qu'il y aura pas assez de dépenses liées à des grandes structures de santé ou un hôpital par district, vous voyez, chers amis. Donc vous pouviez refaire votre pays. Donc avec une petite population, vous pouvez recadrer, planifier pour conserver assez d'argent. On peut simplement faire des investissements pour la population, avec un système de santé moderne, ainsi de suite. Il y a la santé, éventuellement la santé. Plus vous avez une population de jeunes en bonne santé, et ça fait en fait la force économique d'une nation. Hein. Les gens sont traités, il y a moins de décès, moins de cadavres, les hôpitaux ne sont pas bombés. Ouais, chers amis, vous avez assez d'hôpitaux. Ça constitue un facteur qui détermine la richesse d'un État. Et au sud du Congo, nous avons une vision claire. Hein. Bâtir par exemple un hôpital général, un grand hôpital général où il y aura tous les services dans chaque région du sud du Congo. On peut en construire deux, selon le recensement que nous ferons, selon les secteurs. Il y aura bien sûr des dispensaires, ce que nous appelons les dispensaires locaux, hein, donc des endroits où il y aura assez beaucoup de population, des centres médicaux, de raccourcis, hein, ou de premiers soins. Ça, c'est une vision claire que nous avons. Pourquoi? Parce que nous voulons faire du sud du Congo une véritable puissance économique. Nous voulons faire du sud du Congo une véritable force, un poids. Hein, là où les autres pays, quand ils viendront au sud du Congo, ils diront éventuellement le sud du Congo a été construit par ces enfants qui ont eu la connaissance, ces enfants qui sont allés aussi voir à l'extérieur comment se fait les vies des autres. Rien n'est impossible. Hein. Si vous voyez le Qatar, il y a 20 ans de cela, le Qatar aujourd'hui, très grande différence. Vous voyez Doha, très grande différence. C'est une question de vision et de détermination. Et nous nous refusons de continuer à vivre dans ce cercle vicieux que ça nous a imposé. Notre agriculture ferait de nous la puissance de développer l'éducation. Développer l'éducation, c'est synonyme de ramener la technologie. Ramener la technologie est synonyme de parler de l'industrialisation du sud du Congo. Voilà la vision. Donc, nous allons produire des produits made in sud du Congo. Des produits made in sud Congo. Nous allons donc vendre à l'extérieur. Plus on vend à l'extérieur, plus le gain, plus nous faisons de revenus pour le pays. Éventuellement, la capacité militaire. Notre vision était claire. Nous allons bâtir des forces armées avec l'intelligence artificielle. Nous allons bâtir des centres pour surveiller le territoire du sud Congo dans toutes les 5 régions du Congo. Les capacités militaires avec de nouvelles technologies que vous n'avez jamais vues dans ce Congo. Les militaires du sud du Congo seront des gens formés dans les véritables académies. C'est ça la différence. Nous ne formerons pas, nous ne recruterons pas des coro-coro, nous ne recruterons pas des abrutis, mais nous recruterons ceux qui vont servir la nation, ceux qui vont servir le sud du Congo. Dans le contexte du patriotisme, le militaire ne fera pas la politique strictement interdite. Son rôle, c'est de protéger le territoire. Son rôle de policier, c'est de protéger les citoyens. Et la loi sera le facteur déterminant. La probité morale sera des facteurs déterminants pour le recrutement, plus l'éducation. Vous voyez, chers amis, donc, c'est une vision claire. Ça sera les forces armées, on peut simplement dire à l'équivalent des grands pays, des pays. Donc, si vous voyez tous ces atouts, nous avons les ressources naturelles, mais le Sud ne bénéficie de rien. Ces ressources naturelles sont très mal utilisées. Ça profite à un clan qui s'enrichit à la vitesse grand V, mais le Sud reste comme ça. La population, au lieu d'aider la population, mais ils viennent nous tuer, puisqu'ils sont incapables de nous nourrir, ils sont incapables de partager la richesse du Sud. Ils ont choisi le crime à la place. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se défendre pour se libérer de cette structure. Donc, ce qui est très important, au sud du Congo, nous avons beaucoup de jeunes que nous allons recruter. Donc, c'est une main-d'œuvre locale que nous allons avoir pour diligenter le processus de développement au sud du Congo. Ça ne sera pas de la main-d'œuvre importée,
mais une main-d'œuvre locale. Donc, nous aurons là l'opportunité de donner de l'emploi à nos jeunes. Donc, automatiquement, nous allons réduire ce que nous appelons le banditisme dans les grandes villes, hein, parce qu'il y aura de l'emploi pour ces jeunes-là. Plus ces jeunes-là travaillent, plus ils vont beaucoup plus compter à leur salaire, à constituer leur famille, au lieu d'aller faire le banditisme. Vous voyez, c'est une vision claire et nette, et ça demande des hommes et des femmes de conviction, des visionnaires pour pouvoir le faire. Rien n'est impossible. Comme vous le voyez, Sassou comment manipule. Sassou manipule avec les Occidentaux, avec ses amis, hein, ce que lui il appelle les amis. Qu'il s'agit des Chinois, des Occidentaux, pour nous maintenir dans ce statu quo, dans la mauvaise gestion des ressources naturelles. Éventuellement, les ressources naturelles, aujourd'hui, hein, à ce moment, pour nous, les sudistes, qui représentent une malédiction, une vraie catastrophe pour notre peuple, parce qu'on nous tue à cause de ça. 200 de génocide dans le pôle, à cause du coltan du pôle, que ces Nguessos-là ne veulent pas retracer dans les cartes géologiques du Congo. Ils ne veulent pas le publier, ils veulent le conserver dans un enclos, comme un peu comme ils sont en train de faire avec l'exploitation du fer de Zanaga, qui produit du fer avec une teneur en fer très élevée. Donc, c'est un fer qui exige simplement moins d'opérations de traitement. Quand vous avez le minerai, vous avez moins d'opérations de traitement, ça fait que ce fer-là devient un fer très cher sur le marché. Parce que tous les clients voudront donc acheter votre fer, parce qu'il n'y aura pas à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir traiter le fer et récupérer le minerai pur. Or, le fer de Zanaga, c'est un fer quasiment qui a une forte teneur en fer. Et les Mbossi exploitent ce fer et jamais ça a profité aux populations de Zanaga. Il n'y a même pas l'hôpital, il n'y a rien, il n'y a pas de route, ainsi de suite. Comme un peu d'ailleurs le bois de la Lokoumou qui est coupé, donc le Niarem qui est coupé, aucune route. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même arrivé à fermer même l'industrie qui donnait de l'emploi aux populations locales, par exemple, Soko Bois, qui donnait de l'emploi aux populations de l'Obisie. Et ça, c'est une problématique réelle. Et ça n'a rien à voir avec ce que eux, ils ont qualifié de conspiration maléfique anti-nordiste. Ça n'a rien à voir. Mais là, nous vivons bien une réalité. Les Mbossi sont rentrés dans le système de financement international, ce que nous appelons la financiarisation. La financiarisation. Donc, c'est simplement, c'est quoi la financiarisation? C'est simplement une économie qui est centrée autour des marchés financiers. Vous savez, une économie qui est centrée autour des marchés financiers. Comment ça se passe? Vous comprenez que les Nguessos ont maintenant des amis traders qui sont à Londres, qui sont à Singapour. Et ces traders-là, comme vous voyez, ils imaginent, vous imaginez un trader en train de négocier le contrat pétrolier. Mais ce trader-là ne connaît pas la réalité de Pointe-Noire, la réalité de Maluango. Vous voyez, chers amis. Et ce trader, simplement, comme on l'a dit, il est basé à Singapour, à Londres, à Paris, ainsi de suite. Ce trader n'a aucune réalité du terrain, ne connaît même pas le grand marché de Pointe-Noire, ne connaît même pas Vindaloo, ne connaît même pas que quand il pleut dans Maluango, c'est toute la ville qui est inondée. Oui, chers amis. Ce trader ne connaît même pas que les Congolais se nourrissent à moins d'$1 par jour. Donc, vous voyez que le trader va simplement être complètement déconnecté même de la réalité, déconnecté même de la vie des populations. Il ne connaît rien. Mais ce qui compte pour ce trader-là, c'est son argent. Ce qu'il sait faire, c'est simplement introduire une série de chiffres dans un algorithme hein, qui décortiquera tout simplement le moment propice pour lui d'acheter ou de vendre le pétrole congolais. C'est ce que nous appelons les préfinancements chez les Nguessos. Envoyez ça, chers amis. Et le trader là, par rapport à ces algorithmes qui sortent des ordinateurs intelligents, c'est que bon, il peut acheter à tel moment, il peut créer des stocks virtuels dans son système, hein, et en créant des stocks virtuels, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc trouver donc des préfinancements pour aller prendre le pétrole de Maluango à bas prix. Voilà pourquoi vous voyez que vous avez les Nguessos en menant des compagnies de trading.
C'est comme ça qu'ils manigancent déjà la Côte-Ouest, qui est une extension de la Société nationale de pétrole, gérée par Sassou Nguesso Denis à Londres, qui vendait le pétrole du Congo et l'argent rentrait dans ses poches. Aujourd'hui, les Nguesso ont beaucoup de compagnies de trading qui font ce travail-là. Donc, en réalité, ces gens-là peuvent stipuler sur le marché, mais en contrepartie, nous, les populations de la base, nous n'avons absolument rien. Nous n'avons absolument rien. Vous voyez que c'est une forte complicité entre les Nguesso et les compagnies de trading. Les préfinancements sur rouleau compresseur dont on vous a toujours parlé, le trader peut manigancer les prix, le trader peut aller voir un banquier, peut avoir de l'argent, peut donner de l'argent cash au Nguesso. Ce sont des transactions financières que vous avez vues, dénoncées par Global Witness, par quasiment tout le monde, et les Nguesso reçoivent leur cash, tout le pétrole est en ce moment-là bradé. Et ça, c'est aussi ce qui se passe avec le fer de Zanaga, avec le cuivre peut-être de la Bouenza, avec tous les minéraux que nous avons au Congo. Le trésor public congolais est complètement saigné. Bon, voilà pourquoi ces gens-là n'ont jamais voulu informatiser le système. Or, nous, dans l'unité du Sud, nous venons avec l'informatisation générale du système. Donc, ça serait difficile de frauder le trésor public congolais. Ça serait difficile de laisser les gens comme les Amadou Nangando, le partenaire de Nguesso, de sortir les conteneurs au port de Pointe-Noire, sans pourtant que les fonds rentrent au trésor public congolais. Ouais, mes amis. Voilà la vision de l'unité du Sud. L'unité du Sud veut mettre terme à la racaille aussi, qui pille, qui vole. Voilà pourquoi lui, ça se tremble. Lui, ça se tremble. Le fédéralisme fait trembler les Mossi qui sont habitués à la paresse, au pillage, au vol. Et voilà pourquoi eux, ils veulent vouloir se présenter maintenant comme les victimes, voulant faire de nous les bourreaux. Alors que c'est eux qui détiennent les 30 000 milliards du contribuable congolais. Ces gens-là détiennent 30 000 milliards des fonds CFA du contribuable congolais. Ces gens-là ont pris des dettes à l'infini au nom des Congolais. Ces gens-là ont traîné tout le pays à la banqueroute. Ces gens-là ont imposé une petite route entre Brazzaville et Pointe-Noire avec 7 points de péage. Bien sûr, le péage dépend par essieu de voitures. Donc, vous voyez, plusieurs années, c'est une véritable catastrophe. Et en dehors de cela, ils ont fracassé le chemin de fer Congo-Océan, ce qui représente les pires dorsales même de notre économie. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous envoyer vers la soumission des Moshi. Et ils ont créé des petites compagnies de services. Ils peuvent nous chambouler. Aucun droit pour les sudistes. Et quand vous boudez, ils vous envoient leurs milices, ils vous envoient les rebelles pour vous frapper. Et ça, nous nous disons non. Ils ne peuvent pas être les victimes. Ils sont les coupables parce qu'ils sont venus vous dire l'avenir des Moshi. Yarambola vous a dit l'avenir des Moshi. Et c'est quoi notre avenir à nous, peuple du Sud? Voilà pourquoi nous appelons les Congolais conscients et sérieux, des intellectuels congolais, ceux qui sont encore dans les forces de la Gestapo de Sassou. C'est le moment ou jamais de tourner la page afin que vous endorsez le projet Congo Debout. Congo Debout, c'est tout un chacun de nous, mes chers amis. Congo Debout, c'est le futur de tes enfants. Mais Sassou, il se prépare le futur de ses enfants, de ses petits-enfants, pour avancer et continuer de nous maintenir dans le statu quo. Et nous voulons donc des hommes et des femmes intègres pour avancer dans ce projet. Nous sommes donc ces 5 étoiles rouges au sud du Congo, autrefois piétinées, ces 5 étoiles qui se sont levées, se mettent à l'horizon, accompagnées de l'étoile de David. Betoke Mutindu, Motete Tanu, Yamboaki, Inawani Kudiata, Mekutelama, Mekukwele na Lizulu, Kintwali na Mbotete ya Davidi, na kunata suda ya komona Ntwala. Yai Nintangu, Bavoti ya bao, Yina Kele Mayindu ya Yani, Mwana ya Momboshi, Nkajampu na Mutantu, Mokulu. Kilumbu ya Yani, ya makumi zole na Mosi ya Ngonde ya Tatu, ya kele pe kilumbu yina Yani kukunaka ya moyo Kardinal Emile Biayenda. Kele kia ni mingi, kilumbu yina ni mokufua, mpangi ya beto, mfumu ya mipelo kuna na Kongo,
cardinal Emile yaenda kusala ya mavoti ya Yandi yina kele bavoti ya Yandi yina kele bavoti ya Betove kilunguzi ya makumi zole na mosi ya ngonde ya tatu betokele na nzila ya loni mutino samuti betokina kutula pratique manifeste mukande ina beto kusonikaka na kubasisa na kunata kimbwanza ya beto na suda na kati ya likamba ya bao bambosi ina kena mfumu ya bao baki tuba ngaliampe ba mutantu mukulu ina baki kukula sasongeso yali ni ntamu kuvingira ve Yesu ke kukulumuka ve mtata nzambi kupesaka ndwenga lulendo mayela na bana ya suda ya kungu bana ya suda mingi kutelama kena kusala mingi kena kusala na njila ya mbipa ebakala kena njila ya ntango mutindo beto kia kutelama kena kutuba na meno kasi mingi pantu ya ndwenga kena manima bao mambosi kena boma ya kutala ti o federalisme kusalama bakana kubukina yao ti o yina ke kusalama ve beto ke kulakisa bao ti ke beto kele bantu ya ndwenga beto kumanga kuswana beto kumanga kunwana beto kumanga ka beto utatamana kuvanda bantu ina baki kufuaka ntango nyonso beto kumanga ya beto si bao kele mutala ti federalisme kele ve ingi baku kwende ya bao na zulu ya bao ya maza ni mutendo metuba nikuna bweso ina ikina beto simidila bweso beto kunwana na kubalisa Kongo na kati ya mpasi abuo pia kakena bilungu kuisa matonomi peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais
je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche de chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche?
Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait de fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet. Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.